Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la CBR 1000 RR de 2010. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'une sportive, peut-être même hyper sportive, grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous présenter ce petit bolide. Donc forcément, si vous connaissez un peu la gamme Honda, CBR, ça vous parle. Il s'agit bien sûr de la gamme de sportive. Et on est actuellement sur le plus haut de gamme qui se faisait à l'époque en 2010, la 1000. Donc c'est une machine forcément très radicale et surtout extrêmement performante. Par contre, au niveau de l'esthétique, à l'époque, Honda avait pris un très gros risque avec cette moto. Quand ils l'ont dévoilée en 2008-2009, elle était très différente du modèle précédent. Vous vous souvenez forcément du modèle Repsol qu'il y avait avant en 2007 avec l'échappement sous la selle, qui était très populaire à l'époque. Et quand ils ont présenté donc ce nouveau modèle qui n'avait strictement rien en commun avec l'ancienne, eh bien tout le monde n'était pas convaincu au niveau de l'esthétique. Et pourtant, je trouve personnellement qu'il s'agit peut-être de la plus jolie des CBR 1000 qui a été vendue par Honda, justement parce qu'elle est moins compète, elle est plus sage dans son esthétique, surtout dans les millésimes 2008-2009. Aujourd'hui donc on a une finition un petit peu plus sport avec ce blanc noir. Donc comme son nom l'indique, le moteur est toujours un 1000 cm3, sauf que le moteur n'est pas du tout identique avec la génération précédente. Là on a une machine à l'époque 100% neuve, donc c'est un 1000 cm3, 4 cylindres en ligne, à injection et refroidissement liquide, qui développe à son plein potentiel 177 chevaux. Ce qui peut maintenant sembler assez peu, mais à l'époque c'était vraiment une bonne valeur. Et surtout à l'époque ils ont énormément travaillé sur le poids. La moto est donnée pour 198 kg tout plein fait, avec donc 17 litres dans le réservoir. Et franchement c'était un peu une prouesse à l'époque de sortir une machine de ce genre en dessous des 200 kg tout plein fait. Aujourd'hui, la moto que je vous présente est un petit peu modifiée, un petit peu accessoirisée. Déjà, vous voyez devant moi, la bulle a été remplacée par un modèle totalement noir. On ne voit même pas à travers. D'origine, c'est transparent. On a également le silencieux d'échappement qui a été remplacé. Là, on a un modèle, je pense, qui vient de chez AliExpress. C'est un modèle très bas de gamme. Le support de plaque à l'arrière a été remplacé par un modèle beaucoup plus court, ainsi que les clignotants arrière. Allez, me voilà dans le passage difficile avec une sportive, le centre-ville. Donc la prise d'info est déjà assez compliquée car on est quand même très allongé sur la moto. En plus, celle-ci est compacte, donc on a une distance entre nos jambes et nos mains qui est assez faible. On est sur un sport, donc forcément le guidon c'est un bracelet en dessous du tête de fourche, donc on est un peu penché sur l'avant et un peu allongé sur le réservoir. Et aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser, les repose-pieds ont été remplacés par des modèles réglables et ils sont au réglage quasiment le plus bas, le moins radical. Néanmoins, j'ai les jambes très pliées du haut de mon 1m70 et on est vraiment sur une position sport. Allez, premier rond-point. Ça se manœuvre avec aisance. La machine ne rechigne pas. Elle prend de l'angle très facilement. Pour la prise d'info, par contre, comme sur beaucoup de sportifs, c'est très compliqué. Là, j'essaie de regarder derrière moi et je me retrouve bloqué. Il faut absolument que je lâche un peu le guidon afin de vérifier ce qui se passe derrière moi dans mes angles morts. C'est fréquent sur les sportifs de ce genre. Et vous voyez donc qu'on a des rétroviseurs qui intègrent les clignotants et les rétros, de nouveau comme sur beaucoup de sportives, sont obstrués par nos bras sur au moins la moitié des miroirs. Donc il y a des sportifs où c'est bien pire que ça, mais c'est pas non plus génial. Si on veut avoir les infos, il faut bouger les bras pour bien voir
que reflètent les miroirs. Donc comme je vous l'ai dit, le silencieux d'échappement a été remplacé et celui-ci donc est en position basse. C'est un des points esthétiques qui avait fait pas mal jaser à l'époque, car beaucoup de gens préféraient l'emplacement sous la selle de la génération précédente. Donc aujourd'hui cet échappement, bien qu'il ne semble pas haut de gamme ni avec une finition dingue, eh bien la sonorité en roulant cool est très correcte. C'est pas ultra bruyant, franchement je suis assez surpris. Je m'attendais à quelque chose de criard. Les amis, c'est pas une moto, c'est une catapulte. Là pour l'instant je suis resté à assez bas régime, j'accélère assez peu et franchement dès les premiers tours de roue ça tracte à mort, il y a du couple, la moto est hyper efficace. Bon par contre au niveau de la protection, comme souvent sur ce genre de sportive, en fait il n'y en a pas. Si on reste avec une position de route, une position standard sur la machine, on se prend énormément de vent en pleine tête. Le seul moyen d'avoir un peu de protection, ce serait de se reculer, de s'allonger totalement, de se mettre dans le prolongement. Et ça, bien sûr, sur route, c'est vite désagréable. Maintenant, on va prendre ce passage à basse vitesse. Donc, je suis redescendu en deuxième. Ça se manœuvre pas trop mal. Après, bien sûr, c'est la géométrie sportive qui fait que c'est pas ultra efficace dans les passages à très basse vitesse. Sur cette moto, on a des pneus de taille standard pour une sportive. Donc, c'est du 17 pouces, 120 à l'avant et 190 à l'arrière. Donc, les amis, on va essayer ici de faire un test d'accélération. On va voir comment ça se comporte. Je rappelle qu'il s'agit d'une moto maintenant un peu ancienne, elle a 15 ans, et elle a été développée encore un peu plus vieux, enfin c'est encore un peu plus vieux que ça. Donc aujourd'hui la moto n'est pas équipée d'ABS, il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'anti-wheeling, ni de gestion du couple, ni du frein moteur, il n'y a rien du tout. On est encore sur une machine à l'ancienne, donc on va tout simplement accélérer normalement. Logiquement avec cette machine, vu que c'est un 1000, on devrait pouvoir prendre les 100 km/h en première, vu que ça prend 12 000 tours avec un 1000 cm3. On devrait pouvoir faire ça sans avoir à changer de rapport. Allez, c'est parti, accélération. Comme je m'y attendais, c'est un missile. J'ai même pas eu la nécessité de dépasser les 1000 régimes. J'étais déjà arrivé à 100 km/h. C'est vraiment une dinguerie. Je me doute en fait que si je la poussais au max, ici, je pourrais au moins arriver à 160. C'est hyper efficace. Ici, on va essayer de faire un petit demi-tour. Donc, vous voyez, du haut de mon 1m70, j'ai du mal à toucher le sol. Je suis sur la pointe des pieds des deux côtés. La moto est quand même un petit peu haute. Allez, je braque à fond. Même protocole qu'habituellement. Je la laisse droite. Et ça va sortir. Ouais, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. Maintenant, on va essayer de refaire une accélération, puis on va essayer le freinage. Allez, c'est parti. Allez, on freine. Frein arrière, ça ne freine absolument rien. Frein avant. Le frein avant, lui, est hyper efficace. Donc là, je suis assez surpris quand même par le frein arrière. J'ai vraiment l'impression qu'il a eu un problème.
c'est d'habitude des freins qui freinent assez peu sur ce genre de machine, il faut l'avouer. Mais là, par exemple, je vais essayer de m'arrêter à ce stop uniquement en freinant de l'arrière. Donc là, j'appuie très fort. J'appuie très fort. Je pense en fait ce qui m'a aidé, c'est que ça monte légèrement. Hein. Mais le frein arrière freine très peu. Concernant les commandes, vous voyez que le levier de frein est réglable en écartement. Par contre, l'embrayage, lui, n'est pas réglable et c'est encore un embrayage à câble. Allez, de nouveau, j'essaie de m'arrêter avec le frein arrière, c'est compliqué. Hein. Ce que j'aime bien avec les machines de cette époque, c'est qu'on n'a pas différents modes, on n'a pas d'artifice électronique. Et donc, justement, bah, on est en mode patate en permanence. Et ce moteur, comme je vous le dis, il tracte tellement. On n'a pas du tout besoin d'aller titiller la zone rouge hein, pour avoir des performances. Hein. Dès les mi-régimes, c'est déjà une bête. C'est un missile. Et de nouveau, je suis vraiment surpris par la sonorité de ce petit échappement. Je me demande s'il a vraiment un rôle, parce que souvent les échappements adaptables entrée de gamme comme ça sont juste des tubes assez vides. Mais là, la sonorité est plaisante sans être casse-tête. Je pense pas que je sois vraiment une nuisance pour les autres. Les commandes au guidon sont très simples. On a sur la gauche l'appel de phare, on a de quoi passer en feu de route, feu de croisement, les feux de détresse, clignotant, klaxon, enfin la base. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Donc c'est vraiment au plus simple. Le compteur est lui aussi assez minimaliste. On a bien sûr en très gros le compte-tours. Ensuite un petit écran à cristaux liquides monochrome qui nous donne la vitesse, une horloge, la température du liquide de refroidissement. Ensuite on peut avoir la conso instantanée et moyenne et les tripes. Par contre il n'y a pas de jauge de carburant comme la plupart du temps sur les sportives. Mais on a un voyant de réserve et on nous indique également combien de litres on a consommé une fois qu'on est en réserve. Et vous voyez que le propriétaire a rajouté un petit indicateur sur le côté qui nous indique le rapport engagé, car d'origine ce n'est pas présent. Donc je suis de nouveau en centre-ville et vous voyez que je peux vraiment cruiser. Hein. Si j'ai envie de rouler tranquille à 50, il n'y a pas de difficulté. Je peux rester en 3, je peux même me mettre en 4, en 5 ou même en 6. Le moteur est hyper souple. Je peux tomber à 1500 tours sans que ce soit gênant. Par contre, c'est vrai que quand on accélère, je dirais jusqu'à 3000 tours, c'est très cool. Et arrivé à 3000 tours, le moteur, boum, il a tout de suite envie que vous partiez. Hein. Ouais, c'est hyper efficace. Ça donne tout de suite envie de sortir le genou. Et comme souvent avec ce genre de moto, c'est finalement tellement performant, tellement efficace que même sans utiliser plus de 15-20% de la moto, vous êtes déjà hors la loi. C'est ça qui est un peu problématique. Hein. Allez, encore un passage à basse vitesse. C'est un missile hein, et j'accélère pas. Hein. Je suis tout le temps sur la retenue et pourtant je vais déjà trop vite. Là je sors de l'agglomération, je suis en 3e, j'accélère un peu fort. Ouais, c'est relativement linéaire, on sent bien qu'au fur et à mesure on a de plus en plus de patates. C'est grisant. On a envie d'aller titiller la zone rouge, mais malheureusement c'est trop performant comme la plupart des milles. Hein. Allez, je peux prendre un petit dodane, je suis à 30.
Comme on pouvait s'y attendre, c'est extrêmement raide. Donc sur cette moto, à l'avant, on a une fourche inversée entièrement réglable. À l'arrière, pareil, un amortisseur entièrement réglable. Le propriétaire me disait avoir remis les réglages d'origine et tout a été révisé si je ne me trompe pas. Et franchement, ça a l'air de nouveau hyper efficace, hein. C'est toujours des machines à la base qui étaient conçues pour faire de la piste, hein. Donc sur route, c'est un peu tape-cul pour ceux qui n'aiment pas la rigueur. Mais perso, sur ce genre de moto, je m'attends pas à autre chose, hein. Moi, j'apprécie. Ouais, bon, il faut que j'arrête d'essayer d'utiliser le frein arrière, il ne sert à rien. Le frein avant, lui, heureusement, est hyper efficace et a une très bonne sensibilité dès qu'on commence à tirer dessus. Bon, il n'y a personne. On va se lancer dans une succession de virages. Allez, c'est parti. Je me mets tout de suite en 3. Ouais, franchement, c'est tellement performant. Ça demande qu'à une chose, c'est se pencher. Là, je dois rester méfiant, il pourrait y avoir des cyclistes. Et de nouveau, vous voyez que sur route ouverte, c'est vraiment difficile d'utiliser le moteur à haut régime. Mais c'est déjà extrêmement plaisant sur les mi-régimes. On n'a pas ce côté qu'on peut avoir sur des motos récentes où il y a un vrai creux. Là non, c'est plein, c'est exploitable tout le temps. Enfin, je vais essayer de trouver des lieux pour monter un peu plus haut dans les tours, mais c'est vraiment compliqué. Allez, ici on va ralentir, ça freine toujours aussi bien, la boîte de vitesse fonctionne impeccablement. Prise d'info, ça reste correct. Et vous voyez que si je veux maintenir le moteur dans les tours, je suis toujours en première. C'est une balle. Cette moto est tellement rassurante, on se prend vraiment pour un pilote, hein. Alors vous le savez, moi, je suis clairement pas au niveau, hein. J'ai jamais fait de circuit, je me doute bien que je ne suis pas la meilleure personne pour exploiter cette machine au max. Mais ça reste néanmoins un pur plaisir. Allez, on va s'engager sur l'autoroute. Bon, c'est une formalité. On va dépasser. Bon, c'est une balle. Je me colle en 6. Bon, comme on pouvait s'y attendre de nouveau, la protection est vraiment pas dingue. Finalement, elle me fait forcément beaucoup penser à sa concurrente directe de l'époque, la ZX-10R, que j'avais adorée. Celle-ci est peut-être moins exubérante dans son caractère, mais elle est tout aussi efficace. Franchement, une très bonne machine. Bon, de nouveau, au niveau de l'esthétique, vu que c'est une machine de 2010, on n'a pas de LED. À l'avant, on a des ampoules halogènes dans les optiques. Les clignotants, eux, sont intégrés dans les rétros, ce que je trouve plutôt joli. Et derrière, comme je vous l'ai dit, on a des petits clignotants qui ont été remplacés, ainsi que le feu arrière, qui lui, par contre, est à LED. Quand on commence à rouler un peu longtemps avec ce genre de moto, finalement tous les autres deviennent des obstacles, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde, hein. On est comme un peu comme dans un jeu vidéo où la plupart des
des autres véhicules sont beaucoup trop lents par rapport à nos performances, bah là c'est la même chose, hein. C'est juste abusé les différences de perf entre ce genre de machine et les autres véhicules. On va maintenant faire une dernière accélération. Ça marche pas mal, hein. Oh là là. Franchement, ce genre de motorisation, c'est juste des pompes d'adrénaline directement dans votre sang, quoi. Hallucinant, j'adore. Enfin, de toute façon, est-ce qu'il y avait vraiment des doutes concernant les performances d'une machine de ce genre? Je ne pense pas. Donc là, vous avez la confirmation, c'est un missile. Parlons maintenant des quelques aspects pratiques sur cette moto. Déjà, si vous souhaitez ranger quelques affaires, vous pouvez démonter la selle passager et en dessous, vous avez un rangement qui finalement n'est pas trop mal pour une sportive. Vous pouvez envisager de mettre votre gilet jaune, un bloc disque, vos gants. Enfin, c'est pas mal pour une sportive. Après, bien évidemment, c'est pas une moto qui a vraiment été pensée pour rouler avec un passager, même si elle est homologuée de place, hein. Au niveau de la conso, c'est également, on va dire, classique. Si vous roulez cool, vous serez à environ 5 litres au 100. Et si vous tapez dedans, bah, ça sera plutôt du 8 litres. Et le réservoir, lui, a une contenance de 17 litres. Maintenant, il faut savoir que cette machine, bien que ce soit une Honda, a eu quelques petits pépins de fiabilité sur ses premières années de production, donc en 2008-2009. Il semblerait que ces problèmes aient été corrigés à partir de 2010 et qu'ensuite, jusqu'à la fin de commercialisation du modèle, il n'y ait plus vraiment de problème de fiabilité. Actuellement, un modèle comme je vous présente, en bon état, et bien sûr le plus possible d'origine, ça vaut environ 8000 €. Mais il faut toujours garder à l'esprit que vous ne pourrez jamais vraiment être légal avec cette moto si vous désirez la débrider, car pour avoir une moto en full, il faut l'ABS. Mais bon, pendant des dizaines d'années, tous les possesseurs de grosses cylindrées de ce genre étaient hors la loi lorsqu'ils débridaient les motos. Sachez que malheureusement sur ce modèle, vous serez toujours hors la loi si vous la voulez à son plein potentiel. J'ai aucune idée de quel comportement ça peut avoir lorsqu'elles sont bridées à 100 chevaux. Mais je me doute que les modèles encore en configuration légale sont extrêmement rares. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour maintenant des caractéristiques de cette CBR 1000 RR de 2010. Si vous avez des questions ou si vous avez des informations complémentaires à apporter ou des infos à corriger si jamais j'ai dit quelques bêtises, eh bien n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Comme d'habitude, je remercie mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter ce modèle. Je reprécise également que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits avec mes abonnés, grâce à mes abonnés. Donc si vous avez un véhicule, que ce soit moto, voiture ou n'importe quoi d'autre, si vous voulez que j'en fasse le test sur ma chaîne, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, vérifiez bien que vous êtes abonné, et comme ça, on se retrouvera dès la publication du prochain test, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais à tous! Sur cette génération de CBR 1000 RR, il y a eu quelques coloris que je trouve vraiment sublimes et qu'on n'a pas eu après. Par exemple, sur les premières années de production, on pouvait l'avoir dans un rouge foncé magnifique. Et il y avait même une version bordeaux et noir, qui est pour moi peut-être le plus beau coloris sur cette CBR.
Malheureusement, ces deux couleurs n'étaient disponibles que sur les 2 premières années de production, donc sur celles qui peuvent avoir des petits problèmes de fiabilité.